D'avril 1990 à juillet 1991, j'ai été sous l'emprise d'une femme coach d'acteur qui m'a conduit à tenter de me donner la mort. À 23 ans, Nathalie a connu la descente aux enfers. Nathalie, c'est ma tante, ma marraine. J'avais 15 ans quand elle m'a raconté cette histoire. On était en vacances au Pays Basque, c'était le printemps, il faisait bon. Elle s'était même baignée. Et pour la énième fois, je lui demandais quel était ce tatouage caché derrière son maillot de bain. Elle ne voulait jamais me le montrer en entier. Dans mes souvenirs, ce tatouage faisait le tour de sa taille. Il commençait sur son ventre et se terminait dans le dos. C'était une sorte de fée avec des ailes. Elle me disait toujours que cette fée veillait sur elle, comme un ange gardien. Et ce jour-là, elle m'a dit la vérité. C'était dans la voiture, sur le parking d'un supermarché. Comme un moment suspendu, ce jour-là, j'ai compris de quoi elle m'avait préservée. J'ai moi aussi 23 ans aujourd'hui, et je veux lui faire raconter cette histoire. Aujourd'hui, Nathalie a 57 ans. Elle a grandi en Dordogne et vit actuellement en Gironde, dans un petit village. Mais revenons 34 ans plus tôt, en 1990. Nathalie a 23 ans, elle est intermittente du spectacle, coiffeuse et maquilleuse pour la télé, le cinéma, le théâtre, la publicité et les séances photos. Elle vit à Paris, près de Montmartre, et descend régulièrement voir sa famille en Dordogne tous les 2 mois. J'étais une jeune femme pleine de vie, pleine d'entrain, qui avait beaucoup de projets, beaucoup d'envie, d'ambition. J'étais une rêveuse. Au fond de moi, j'ai toujours été quelqu'un, je crois, qui était porté vers des choses artistiques. J'aimais la musique et j'avais envie de découvrir le piano, d'essayer de jouer. Et il se trouve que la personne qui m'a donné des cours s'était aperçue que je chantais juste et j'avais toujours aimé chanter. Toute petite, je chantais déjà. Et donc, un jour, elle m'avait fait chanter en m'accompagnant au piano. Elle avait été très touchée par ma façon de chanter. Donc, très vite, elle me faisait chanter régulièrement. Et un jour, elle m'a dit, Nathalie, tu devrais essayer d'aller vers un cours de théâtre ou en tout cas t'exprimer par l'oral parce que je pense qu'il me semble que tu as quelque chose à développer. Dans la mesure où moi, je m'occupais déjà de comédienne, de chanteuse qui était très très populaire. Donc à un moment donné, je me suis dit mais peut-être que moi je pourrais. Et je sais que c'est pas moi qui me suis dit oh je veux être actrice. C'est d'abord quand je travaillais en coiffure et maquillage, il m'est arrivé plusieurs fois que le photographe pour qui je travaillais me demande de me mettre devant son objectif et qu'il veuille me photographier. Et j'adorais le cinéma. Donc naturellement, je me suis intéressée, après avoir vu des films, et puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et me dire que peut-être moi-même je pourrais un jour jouer. Très vite, Nathalie est convaincue que le métier d'actrice est fait pour elle. Nous sommes en avril 1990. À ce moment-là, elle multiplie les contrats de travail en tant que coiffeuse et maquilleuse. Et un jour, lors d'une séance photo dans un studio parisien, elle fait la rencontre de Sophie. Ce jour-là, je travaillais pour la première fois avec une jeune femme maquilleuse. Donc moi je venais comme coiffeuse et elle était maquilleuse. Et elle était aussi mannequin. Et le temps d'une discussion, alors qu'on attendait que les réglages lumière soient terminés, qu'on puisse accéder au plateau pour faire notre travail, eh bien, on a discuté un moment dans la loge. On parlait de nos désirs artistiques, en fait, de ce qu'on aimait, de nos rêves, de nos désirs. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle m'a parlé de son désir d'être comédienne et que depuis peu de temps, elle travaillait avec une coach en privé. Et en fait, ça faisait écho donc avec mon propre désir, suite donc à ma discussion avec la dame qui me donnait des cours de piano, finalement de commencer à réfléchir à peut-être l'idée de cheminer comme actrice. Elle m'avait vraiment vanté ses mérites en me disant que c'était très particulier, très singulier, que c'était pas du tout... ah oui, elle m'avait dit, ce n'est pas du tout conventionnel. Et en tout cas, c'est une méthode qui est pratiquée par les plus grands acteurs hollywoodiens.
Et donc ça m'avait beaucoup interpellée, ça m'avait beaucoup intéressée. En fait, j'étais très intriguée. J'avais vraiment envie de rencontrer cette prof, ce que j'ai fait par la suite. Sophie remet donc à Nathalie une carte de visite sur laquelle il est écrit « Le lieu, coaching privé, groupe très limité, un endroit pour explorer votre créativité et développer votre ambition artistique ». Quelques jours après, elle se décide d'appeler cette femme coach d'acteur, nommée Nancy. Elle obtient un rendez-vous, un matin d'avril 1990 à 10h, dans le 5e arrondissement de Paris. Je me suis rendue en métro, je me suis arrêtée à la station Luxembourg. Et ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait un code à faire pour entrer dans une... Alors, il y avait une immense porte en bois sculptée. Et je me souviens avoir été donc fortement intriguée et avoir un peu peur. Je me souviens avoir eu un peu peur. Et je sais que mon cœur battait, en fait. J'ai d'abord découvert son regard. Il y avait une chaînette, en fait, à la porte. Quand j'ai frappé, elle ne pouvait pas ouvrir directement. En fait, il y avait une chaînette. Donc, il y a eu un temps avant qu'elle ouvre la porte. Une petite femme, bien en chair, brune, les cheveux bouclés, un regard perçant. Je me souviens surtout de son regard, comme un regard de taupe, un regard pointu, mais qui vous regarde bien en face. Une voix très grave. La première chose que j'ai ressentie, je suis dans un appartement. Donc, vous savez, quand on imagine aller à un cours, on pense à un cours de théâtre, on pense plutôt à un endroit avec une scène ou une salle. Là, je me retrouve dans un appartement chez quelqu'un. Je me souviens très bien du lieu. Bon, déjà, on était sous les toits, hein. Donc, il y avait une pièce mansardée. Donc, il n'y avait pas de vue sur l'extérieur. Il y avait une vue sur le ciel. Sur ma droite, il y avait un canapé en cuir noir. Et ensuite, je me souviens qu'elle m'avait dit que dans un premier temps, elle me verrait toute seule, que je ne travaillerais pas avec d'autres personnes, que je ne serais pas en groupe. Je vais d'abord travailler avec vous parce que j'ai besoin de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Au terme de ce premier rendez-vous, Nathalie a le sentiment d'être hypnotisée par la voix, par le regard, par le charisme et par la force de cette femme d'une 50aine d'années. C'est ce qui la pousse à revenir, à commencer les ateliers de coaching. Le premier mois, Nathalie s'y rend seule, une fois par semaine. Très vite, la coach lui demande des exercices de plus en plus intrusifs dans sa vie privée. Un jour, elle m'a dit, voilà, dans le cadre de la pratique de mon activité, où l'on travaille la mémoire sensorielle, j'aimerais, comme exercice, que vous écriviez à la personne qui est la plus importante pour vous. J'ai donc écrit à mon père, et il se trouve que dans cette lettre, oui, je lui avais fait des reproches. Quelque temps après, peut-être une semaine après, elle m'a demandé de l'envoyer. Chose que je n'aurais jamais dû faire. Et j'ai envoyé la lettre, ce qui m'a valu une rupture de liaison avec mon père pendant 1 an. Puisque suite à la réception de cette lettre, il m'a répondu. Et évidemment, il était assez fâché. Au bout d'1 mois, Nathalie passe à des ateliers en duo avec Sophie, celle qui lui avait recommandé cette coach. Les 2 élèves voient la durée des cours augmenter progressivement. D'1 fois par semaine à 3 séances de 5 heures par semaine, Nathalie paye ses cours en liquide, 500 francs par jour, l'équivalent d'un SMIC mensuel. En plus de son travail de coiffeuse-maquilleuse, Nathalie commence à jouer dans les bars et restaurants, encouragée par sa coach. Rémunérée au chapeau, ce complément lui permet de pouvoir payer ses cours. Au fil du temps, Nancy complimente Nathalie sur ses performances lors des exercices de théâtre, en lui affirmant qu'elle deviendra un jour une grande actrice. Nathalie est donc encouragée à rester, à donner le meilleur d'elle-même. Je me souviens d'une improvisation où je devais jouer une folle. Elle avait trouvé que j'étais géniale quand je jouais le rôle d'une folle. Elle m'avait trouvé géniale et je me souviens de ça. Mais ça pouvait être ça, puis ça pouvait être aussi je suis nulle. C'est-à-dire qu'elle pouvait aussi me dénigrer complètement. Enfin, j'étais jamais en fait dans un équilibre. Ou j'étais géniale, ou j'étais nulle. En plus de ces remarques dégradantes, la coach n'hésite pas, lors de ses ateliers, à être parfois violente physiquement avec Nathalie. Elle me faisait travailler la voix. Et je me souviens d'un moment où j'ai eu mal, c'est-à-dire qu'en fait, physiquement, c'est-à-dire qu'elle disait que je ne sortais pas la voix, que je n'arrivais pas à sortir la voix, qu'elle ne m'entendait pas.
Et au cours de l'improvisation, elle m'a mis un grand coup de poing dans le ventre en me disant « Sortez la voix !» Et elle m'a carrément fait mal, quoi. Nathalie voit de moins en moins ses amis sur Paris, mais elle ne perd pas l'habitude de descendre régulièrement rendre visite à sa famille en Dordogne. Ses proches se rendent compte qu'elle se replie de plus en plus sur elle-même. Un jour, de retour à Paris, après un week-end en Dordogne, elle reçoit une lettre de son frère. J'avais ouvert ma boîte aux lettres et j'avais reçu une lettre de mon frère. Je me souviens qu'il m'avait écrit « Tu es marginal, on ne te reconnaît plus ». Et il avait souligné au papier, ça m'avait fait mal. Et ce jour-là, j'allais à son cours, à cette femme. Et j'étais arrivée, en fait, j'étais un peu déstabilisée parce que je venais de lire la lettre dans le métro, après l'avoir récupéré la boîte aux lettres. Et il avait raison, sauf que, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais sauf que, c'était déjà trop tard pour communiquer, il n'y avait plus moyen de me sortir. Parce que moi, j'étais déjà bien sous l'emprise. Et quand je suis arrivée, elle me souvient qu'elle m'avait dit « Mais vous êtes bizarre, Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air triste. » Et je lui avais dit, oui, j'ai reçu une lettre de ma famille, de mon frère. Et je lui avais dit, mon frère m'a écrit parce qu'il ne comprend pas et tout, que je suis devenue marginale, il ne me reconnaît plus. Et elle m'avait répondu, votre famille ne vous aime pas. Malgré la douleur, Nathalie boit les paroles de cette femme. Elle en vient même à lui obéir et prendre des décisions drastiques à la suite de remarques faites sur son physique ou sa vie privée. J'ai fait la connaissance d'un comédien lors d'un tournage d'un clip sur lequel je travaillais. Et j'avais eu un vrai coup de cœur, quoi, vraiment un gros coup de cœur. Donc on s'était revus après le tournage du clip et on avait flirté, juste flirté. Et quand je suis allée au cours la semaine d'après, elle m'avait trouvée très guillerette. Elle m'avait trouvée très, très, très heureuse en fait. Et je lui avais dit oui, en fait j'ai fait la rencontre d'un comédien et j'ai un coup de cœur. Je crois que je suis tombée amoureuse. Et là, elle m'a dit non, là, surtout pas, ne faites pas ça. Faut arrêter tout ça. Et ce garçon, en fait, m'avait contacté, m'avait envoyé un télégramme. Parce que quand je lui avais parlé des cours que je prenais, il avait trouvé ça même très, très, très chelou. Et il voulait me parler pour me dire, Nathalie, c'est quand même bizarre ton truc. Il voulait me faire réagir que je la quitte. Et c'était trop tard. C'est horrible, mais c'était trop tard. Je n'ai jamais rappelé ce garçon. J'ai cédé. Au fur et à mesure des cours, Nancy fantasme de mettre en scène ses 2 apprenties comédiennes au théâtre de l'Odéon, à Paris. Elle leur fait jouer la pièce Antigone de Jean Anouilh, où Nathalie incarne l'un des rôles titres. En juillet 1991, alors que les cours ont commencé depuis 15 mois environ, Nancy décide d'amener avec elle ses 2 élèves pendant une semaine dans un chalet, à Pralou, dans les Alpes de Haute-Provence, pour répéter en vue d'une représentation de théâtre. Au cours de cette semaine à la montagne, Nathalie se sent de plus en plus mal. Il y a comme un trauma qui fait que je ne me rappelle plus ce qu'on a fait pendant cette semaine-là. Je me rappelle juste qu'on a de balade dans la forêt. Il y avait son chien, je me souviens de balade dans la forêt. J'ai des photos où j'ai des couronnes de fleurs sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus. En tout cas, je me rappelle que c'est un moment où j'ai senti que je chutais. J'ai senti que je m'effondrais. J'étais en état de dépression. De retour à Paris, Nathalie se sent extrêmement faible. Les cours de théâtre reprennent, comme chaque semaine. Je suis arrivée à ce cours, sans force, et je dis, je me sens pas bien, je suis extrêmement fatiguée, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que je suis dépressive. Donc on se préparait à répéter, comme chaque fois qu'on allait à cet atelier. Et donc j'avais plus de force, j'étais dépressive, je n'avais plus d'énergie. Je n'arrivais plus en fait, je n'arrivais plus à rien faire, en fait, j'étais amorphe. Et donc à un moment donné, elle a voulu que je fasse une improvisation, et comme j'étais sans réaction, elle est allée chercher un sac qui était ouvert, où elle avait mis plein de vêtements dedans, et elle me l'a jeté à la figure, en me disant « Allez-y, vous voulez que je le fasse à votre place ?» Et j'étais incapable de... Je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là qu'elle m'a dit « Bon, on va tout arrêter. De toute façon, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Vous n'êtes pas à la hauteur de mes attentes. Je ne veux plus travailler avec vous. Pour moi, c'est terminé. » Je me suis effondrée. Le cours s'est terminé. J'ai voulu la payer. Elle m'a dit « C'est pas la peine. Je ne veux même pas de votre argent. »
Et elle m'a dit, de toute façon, il faut vous faire soigner. Et elle m'a tendu une carte de visite d'un psychiatre à Nice. Voilà, elle m'a dit, allez vous faire soigner, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est donc le dernier cours. Nathalie est virée. Elle rentre chez elle, dans son appartement parisien, et n'en sort plus du tout. J'ai passé mes journées entières à fumer. Je ne répondais plus au téléphone. Je suis devenue anorexique, je ne mangeais plus. Et je ne pensais qu'à une chose, mourir. Comment je vais faire pour mourir? Je ne veux plus vivre. Je ne dormais plus, je confondais le jour et la nuit. Je me disais, comment je vais faire, comment je vais sortir de ce truc horrible. Et j'avais le sentiment que j'allais devenir folle. J'avais ce sentiment que ça allait me rendre folle en fait, et qu'il fallait que j'en finisse. Nous sommes en août 1991. Après 2 semaines d'isolement total, Nathalie décide de rentrer en Dordogne, auprès de sa famille, où elle pense retrouver, comme elle dit, un semblant de vie. Pendant son séjour, elle ne parle pas de son mal-être. Elle n'en parle à personne. Elle cache toutes ses émotions. Quelques jours passent. Sa douleur, qu'elle ne sait pas comment faire taire, est de plus en plus lourde, jusqu'à devenir insupportable. Ce jour-là, c'est un dimanche, je me souviens, je me dis aujourd'hui, je ne vivrai pas un jour de plus comme ça. Je ne serai pas autant malheureuse un jour de plus. Et ce jour-là, je devais aller déjeuner, comme on le faisait régulièrement le dimanche, chez mes grands-parents, avec ma mère, mon beau-père. Je suis à table et en fait, on est dans mes grands-parents étaient fermiers, donc il y avait la table et en face de la table, il y avait une cheminée. Et au-dessus de la cheminée, il y avait un fusil de chasse, le fusil de chasse de mon grand-père. Et j'ai souvenir d'avoir levé la tête. Et à ce moment-là, je pense que là, je me dis, bon, c'est bon, j'ai trouvé. Je trouve que ma famille devait partir, ils devaient se déplacer, partir pour l'après-midi. Et je leur ai dit, que j'étais fatiguée, que je voulais me reposer. Et ma grand-mère m'a proposé d'aller m'allonger sur son lit à la chambre, ce que j'ai fait. Aux alentours de 15h, je ne dormais pas, évidemment. J'avais dans la tête tout qui... plein de pensées, ça n'arrêtait pas. Ça fusait en permanence. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine, qui était juste en face. J'avais dû amener un cahier. Je pense que, comme je m'étais dit que ce jour-là, c'était le dernier jour, j'avais quand même prévu d'écrire une lettre. Et donc, j'avais un cahier. Et j'ai écrit ma lettre. De à peu près 4-5 pages. En faisant mes adieux. Et après, ça a été très vite. Je me suis levée, je me suis dirigée vers l'arme en question. Je l'ai attrapée et je suis sortie. Nous sommes à la campagne. C'est une journée caniculaire. 40 degrés à l'ombre. La chaleur est étouffante. Nathalie vient se poser dans l'herbe derrière la maison. Elle pointe l'arme vers son ventre et elle tire. Je me suis aperçue juste après qu'en fait je ne mourrais pas, que j'étais vivante, je ne m'évanouissais pas, mon cœur ne lâchait pas, j'étais là. Et juste après le bruit de l'acte, j'entends un chien qui hurle à la mort. On est sur des hauteurs d'un hameau, derrière une maison, et j'entends hurler un chien. Et je crois que ce qui est très rapidement venu, c'est, en fait, si tu ne meurs pas, c'est peut-être que tu ne dois pas mourir. C'est peut-être que tu vas survivre. Et c'est peut-être que tu as un message à faire passer après avoir vécu cette histoire. Peut-être que tu dois survivre, en fait. Peut-être que tu as une seconde chance. Il a dû se passer une vingtaine de minutes. Et j'ai entendu une voiture qui arrivait, qui ralentissait. Et en sortant de la maison, j'avais laissé la porte ouverte. Et il se trouve que ce jour-là, ce dimanche-là, il était autour de 15h, mon oncle et ma tante passaient devant la maison, parce qu'ils n'habitaient pas très loin. Et en tournant la tête, ils ont vu cette porte ouverte. Et ils ont été surpris parce que habituellement, quand mes grands-parents partaient, la porte évidemment était fermée. Donc ça les a intrigués. Ils sont descendus. Et j'imagine qu'en rentrant dans cette maison, la porte ouverte, et en voyant une lettre, un papier sur la table,
Et en découvrant ma lettre d'adieu, c'est comme ça qu'ils ont dû comprendre qu'il s'était passé quelque chose, puisqu'il n'y avait plus l'arme accrochée à la cheminée. Et j'ai entendu quelqu'un arriver vers moi, mon oncle, et me dire «Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé?» La tante de Nathalie appelle immédiatement les pompiers. Pendant toute la durée du trajet, Nathalie reste consciente. Elle ne s'évanouit pas. Elle ne ferme pas les yeux. Elle fixe la lumière et se concentre sur les paroles des pompiers, qui lui posent des questions pour la maintenir éveillée. Et je suis arrivée aux urgences et ils ont ouvert les portes en fait des urgences et il y a un docteur Siao, un asiatique, qui est arrivé vers moi qui m'a dit ça va aller ma fille. Il a relevé ma manche, il m'a posé la perfusion et là il criait ouvrez les portes, on y va, on fonce, on y va, allez et ça allait très vite et je me rappelle avoir vu ces couloirs et m'être dit bon ben maintenant je suis prise en main. Ou bien je vais m'endormir, mourir, et c'est fini le calvaire, c'est fini ce mal-être, c'est terminé. Ou bien je vais survivre et j'aurai une seconde chance. Nathalie s'évanouit. L'équipe de soignants la sauve de 4 arrêts cardiaques, puis la plonge dans le coma pendant 1 mois, pour éviter qu'elle souffre trop. Quand elle se réveille, quelques semaines après avoir retrouvé des forces, Nathalie demande aux infirmiers un carnet pour écrire. J'ai écrit un jour, je raconterai cette histoire. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ma tante n'est pas devenue actrice, mais autrice et réalisatrice. Elle a utilisé l'écriture pour se reconstruire. En 2012, Nathalie a 45 ans. Elle réalise Au-delà des mots, un documentaire de 26 minutes où elle raconte cette histoire. Puis en septembre 2023, Nathalie a 56 ans. Elle publie Le Lieu aux éditions Maya, un livre autobiographique. Aujourd'hui, elle souhaite adapter ce livre en film dans un documentaire de fiction. Je crois qu'au fond de moi, j'ai besoin de guérir quelque chose. Je pense que 33 ans après, alors que j'ai fait des recherches il y a quelques années pour retrouver cette femme, et que je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais peur et que je n'ai jamais porté plainte, alors que c'était une manipulation, abus de pouvoir. J'aurais dû porter plainte, je n'ai jamais pu porter plainte parce que j'avais peur, je n'ai jamais osé porter plainte. J'ai vraiment besoin de témoigner, donc là mon vœu, c'est maintenant de passer d'un projet au départ qui était une fiction pure avec des acteurs, de passer à un documentaire fiction où je pars à sa recherche. En fait, dans mon projet, je veux aller chercher cette femme, je veux la retrouver, je veux me confronter à elle, je veux lui dire ce qu'elle m'a fait, qu'elle me donne sa version des faits, ce qu'elle en pense avec le recul. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle trouvait ça normal? Aujourd'hui, à 57 ans, ma tante va beaucoup mieux. Cette histoire est devenue pour elle une force, une raison de se battre chaque jour. C'est une femme forte, qui ne lâche rien, qui n'abandonne jamais. Et avec le recul, elle tire de cette histoire une leçon. Il y a une citation que j'aime bien, que je me suis totalement appropriée, qui dit grandir, c'est ne plus dépendre du regard des autres.